Vie des 12 Césars suétonne. Domitien. Chapitre 1. Naissance de Domitien, sa jeunesse, sa conduite pendant la guerre de Vitellius, ses premières dignités, son mariage avec Domitia, Longine. Domitien naquit le 9 des calendes de novembre. Son père, étant désigné consul et devant entrer en charge le mois suivant. Ce fut dans la 6e région de Rome, près de l'endroit appelé la Grenade, et dans une maison dont il fit plus tard le temple de la famille Flavia. Il passa, dit-on, la fin de son enfance et sa première jeunesse dans l'indigence et dans l'infamie. Il n'avait même pas, à lui, un vase d'argent. Et l'on sait que Claudius Polion, l'ancien prêteur, contre qui nous avons un poème de Néron, intitulé Luscio, avait conservé et montré quelquefois un billet de Domitien où celui-ci lui promettait une nuit. On prétend aussi qu'il eut le même commerce de débauche avec Nerva, son successeur immédiat. Pendant la guerre contre Vitellius, il s'était enfermé dans le Capitole avec son oncle Sabinus et une partie des troupes présentes à Rome. Mais l'ennemi s'étant emparé du temple et ayant mis le feu, il se réfugia chez un des gardiens, où il passa la nuit, et le matin, revêtu du costume d'un prêtre d'Isis, il put s'échapper en se mêlant parmi les sacrificateurs de divers cultes superstitieux. Il se retira au-delà du Tibre, avec une seule personne à sa suite chez la mère d'un des condisciples. Et il y fut si bien caché que les émissaires qui suivaient sa trace ne purent le découvrir. Il sortit enfin de sa retraite après la victoire, et fut salué César. On lui décerna même la dignité du prêteur urbain, avec la puissance consulaire, mais il n'en garda que le titre, et en transmit l'autorité au premier de ses collègues. Il montra d'ailleurs, par l'abus qu'il fit de son pouvoir, ce qu'il serait un jour. Tout dire serait trop long. Après avoir séduit les femmes d'un grand nombre de citoyens, il enleva et épousa Domitia Longina, mariée à Aelius Lamia. Il distribua en un seul jour plus de 20 offices pour la ville et pour les provinces. Et Vespasien disait, à cette occasion, qu'il s'étonnait que son fils ne lui donnât pas aussi un successeur. Chapitre 2. Il se montre envieux de Titus, sa feinte modération, ses prétentions après la mort de Vespasien, sa conduite à l'égard de Titus, dont il ne cesse de poursuivre la mémoire. Il entreprit sans nécessité une expédition en Gaule et en Germanie, malgré les conseils des amis de son père et dans le seul but d'égaler la puissance et la considération de son frère. Vespasien l'en réprimanda sévèrement, et pour le faire souvenir désormais de son âge et de sa condition, il le fit demeurer avec lui. Toutes les fois que l'empereur paraissait en public avec Titus, Domitien suivait en litière leur chaise à porteurs. Et le jour de leur triomphe sur la Judée, il les accompagna montés sur un cheval blanc. De ces 6 consulats, un seul fut ordinaire, et ce fut son frère qui le lui céda et le sollicita pour lui. Domitien sut alors affecter une grande modération, et surtout un goût très vif pour la poésie, dont il n'avait aucune habitude, et pour laquelle il témoigna, dans la suite, un profond mépris. Il lut même en public des vers de sa composition. Toutefois, quand le roi d'Éparthe, Vologèse, demanda contre les Alains un renfort qui fut commandé par un des fils de Vespasien, Domitien fit tout ce qu'il put pour que le choix tombât sur lui. Ses efforts ayant été vains, il essaya d'engager, par des dons et par des promesses, les autres rois de l'Orient à faire la même demande. Après la mort de son père, il balança longtemps s'il n'offrirait pas aux soldats pour les détourner de leur devoir. Le double de la gratification ordinaire, il n'hésita pas à publier que Vespasien lui avait laissé une part de l'Empire, mais qu'on avait falsifié son testament. Il ne cessa depuis ce temps-là de conspirer en secret et même ouvertement contre son frère. Lorsqu'il le vit dangereusement malade, il ordonna, sans attendre son dernier soupir, de l'abandonner comme s'il lui était mort.
Il ne fit rendre à sa mémoire d'autres honneurs que ceux de l'apothéose. Et souvent même, il la poursuivit indirectement dans ses discours et dans ses édits. Chapitre 3. Son occupation journalière, au commencement de son règne. Il répudie et répand Domitia. Ses mauvais penchants se développent. Au commencement de son règne, il s'enfermait seul tous les jours pendant des heures entières pour attraper des mouches, qu'il enfilait avec un poinçon très aigu. Cette habitude donna lieu à un mot assez plaisant de Vibius Crispus, à qui l'on demandait un jour s'il n'y avait personne avec l'empereur. « Non, répondit-il, pas même une mouche. » Il répudia sa femme Domitia, qui lui avait donné un fils pendant son second consulat, et avait reçu de lui, la nuit suivante, le titre d'Augusta, mais qui aimait éperdument l'Histrion Paris. Il ne put supporter cette séparation, et il reprit bientôt Domitia, comme pour céder aux instances du peuple. Quant à sa conduite dans le gouvernement de l'Empire, elle fut d'abord très inégale, et mêlée de mal et de bien. Mais peu à peu, ses vertus mêmes devinrent des vices. Et, autant qu'on ne peut le conjecturer, les circonstances développèrent ses penchants, le besoin le rendant avide et la peur cruelle. Chapitre 4. Ses spectacles. Il célèbre les jeux séculaires. Il institue des concours et un nouveau collège de prêtres. Ses distributions. Il donna souvent, dans l'amphithéâtre et dans le cirque, des spectacles aussi dispendieux que magnifiques. Il y eut même dans le cirque, outre les courses accoutumées de chars à 2 et à 4 chevaux, un double combat d'infanterie et de cavalerie, et dans l'amphithéâtre, une bataille navale. Les chasses aux bêtes fauves et les combats de gladiateurs avaient lieu la nuit, au flambeau, et l'envie se mesurait dans l'arène non seulement des hommes, mais aussi des femmes. Les questeurs avaient, depuis longtemps, laissé tomber l'usage de donner, à leur entrée en char, des combats de gladiateurs. Domitien le rétablit, assista toujours à ces spectacles et permit, chaque fois, au peuple de demander 2 paires de ses propres gladiateurs, qu'il faisait alors paraître les derniers, avec une somptuosité digne de la cour. Pendant toute la durée de ces jeux, il avait à ses pieds un tout jeune enfant vêtu d'écarlate, et dont la tête était prodigieusement petite. Il causait beaucoup avec lui, et quelquefois de choses sérieuses. Ainsi on l'entendit, un jour, lui demander s'il savait pourquoi, dans la dernière promotion, il avait donné à Métius Rufus le gouvernement de l'Égypte. Il fit représenter sur un lac creusé près du Tibre et entouré de gradins des batailles navales, où l'on vit combattre des flottes pour ainsi dire entières. Une pluie battante et continue qui vint à tomber pendant un de ces spectacles ne l'empêcha pas d'y assister jusqu'à la fin. Il célébra aussi les jeux séculaires, datant les derniers du règne d'Auguste, et non de celui de Claude. Le jour où on les donna dans le cirque, il se décida, pour faciliter l'achèvement des 100 courses de chars, à réduire chacune de 7 à 5 tours. Il fonda, en l'honneur de Jupiter Capitolin, un concours quinquennal triple de musique, de courses de chevaux et d'exercices gymnastiques, où l'on distribuait plus de couronnes que de nos jours. On s'y disputait aussi le prix de la prose grecque et latine. Il y en avait encore un pour le chant et la harpe, un autre pour les chœurs de harpe et de chant, un autre enfin pour la harpe sans la voix. L'on vit jusqu'à des jeunes filles lutter dans le stade, pour le prix de la course. Domitien présida lui-même à ces jeux chaussés de sandales, avec une toge de pourpre à la grecque et une couronne d'or sur laquelle étaient gravées les images de Jupiter, de Junon et de Minerve. Il avait à ses côtés le prêtre de Jupiter et le collège des prêtres flaviens, tous vêtus comme lui, si ce n'est que, sur leur couronne, ils avaient de plus son portrait. Il célébrait tous les ans dans sa villa d'Albe les Quincataries de Minerve, divinité pour laquelle il avait institué un collège de prêtres. C'était le sort qui désignait parmi eux les présidents lesquels étaient tenus de donner de magnifiques combats de bêtes, des jeux scéniques, des prix d'éloquence et de poésie. Il donna 3 fois au peuple un congière de 300 sesterces par tête,
et il lui fit servir, au cours d'un spectacle public, un festin des plus splendides lors des fêtes des 7 collines. À cette occasion, il fit distribuer des victuailles aux sénateurs et aux chevaliers dans les corbeilles à pain, et à la plèbe dans de petits paniers. Il lui mit et lui-même donna le signal en commençant à manger. Le jour suivant, il fit jeter parmi les spectateurs des présents de toutes sortes. Et comme la plupart de ces dons étaient tombés sur les bancs du peuple, il assigna 50 nouveaux lots à chaque banc de sénateurs et de chevaliers. Chapitre 5. Ces monuments. Il restaura un grand nombre de beaux édifices qui avaient été la proie des flammes, entre autres le Capitole incendié de nouveau. Mais il n'y inscrivit toujours que son nom, sans faire aucune mention de l'ancien fondateur. Il bâtit sur le Capitole un nouveau temple, dédié à Jupiter gardien. On lui doit aussi le forum qui porte aujourd'hui le nom de Nerva. Le temple de la famille Flavia, un stade, un théâtre lyrique, une naumachie. Les pierres de ce dernier bâtiment servirent plus tard à la restauration du grand cirque dont les deux côtés avaient été brûlés. Chapitre 6. Ses expéditions militaires, il triomphe de Antoine. De ces expéditions militaires, il entreprit les unes spontanément comme celle contre les Cates, les autres par nécessité comme celle contre les Sarmates, qui avaient massacré une légion avec son légat. Telles furent aussi ses deux compagnes contre les Daces. La première pour venger la défaite du consulaire Oppius Sabinus. La seconde pour venger celle de Cornelius Fuscus, préfet de cohorte prétorienne, qu'il avait investi du commandement en chef. Après plusieurs combats, mêlés de succès et de revers contre les Cates et les Daces, il célébra un double triomphe, mais après sa victoire sur les Sarmates, il se contenta d'offrir à Jupiter Capitolin une couronne de laurier. Il termina, sans sortir de Rome et pour un bonheur singulier, la guerre civile excitée par Antoine, gouverneur de la Haute-Germanie. Au moment même du combat de dégel, ayant tout à coup entraîné les glaces du Rhin, empêcha les troupes des barbares de venir se joindre à celles d'Antoine. Les présages de cette victoire en précédèrent à Rome la nouvelle. Car, le jour même de la bataille, un aigle immense entoura de ses ailes la statue de l'empereur, en poussant des cris de joie, et quelques instants après, le bruit de la mort d'Antoine prit une telle consistance qu'un grand nombre de personnes prétendirent avoir vu apporter sa tête. Chapitre 7. Ces innovations, ces mesures pour prévenir les séditions. Il fit beaucoup de changements dans les usages reçus. Ainsi, il supprima la coutume des sportules publics, et rétablit celle des repas réguliers. Aux 4 factions du cirque, il en ajouta 2 autres, qu'il distingua par des vêtements couleur de pourpre et couleur d'or. Il interdit la scène aux histrions et ne leur permit de jouer que dans les maisons particulières. Il défendit de châtier les hommes et imposa une limite au prix des eunuques qui étaient encore en vente chez les marchands d'esclaves. Ayant remarqué, dans la même année, une grande abondance de vin et une grande disette de blé, et pensant que la préférence donnée aux vignes faisait négliger l'agriculture, il défendit d'en planter de nouvelles en Italie, et donna l'ordre de couper les vignobles dans les provinces, n'en laissant subsister au plus que la moitié. Mais il abandonna l'exécution de cet édit. Il partagea entre les affranchis et les chevaliers romains quelques-unes des plus grandes charges de l'État. Il fut défendu de réunir dans un même camp 2 légions et de recevoir dans la caisse des dépôts militaires plus de 1000 sesterces par soldat, parce qu'il croyait que Antoine préparait un soulèvement dans le camp d'hiver de 2 légions. Avait aussi puisé sa confiance dans l'importance de ces dépôts. Il accorda aux soldats un 4e terme de paiement de 3 pièces d'or. Chapitre 8. Son zèle pour l'administration de la justice, sa sévérité dans les fonctions de la censure. Il rendit la justice avec un soin et un zèle remarquables. Quelquefois même il donna dans le forum sur son tribunal des audiences extraordinaires. Il cassa les sentences centumvirs dictées par la faveur. Il exhorta souvent les juges récupérateurs à ne pas se prêter aux affranchissements réclamés sans de graves motifs. Il nota d'infamie les juges corrompus, ainsi que leurs conseils.
Il obligea les tribuns du peuple à accuser de concussion un édile avare et à demander au Sénat de lui nommer des juges. Il sut si bien contenir les magistrats de Rome et les gouverneurs des provinces qu'ils ne furent jamais ni plus désintéressés ni plus justes. Beaucoup de ceux-là, nous les avons vus accusés, après lui, de toutes sortes de crimes. Ayant entrepris la réforme des mœurs, il abolit l'usage abusif de s'asseoir indistinctement au théâtre, sur les bancs des chevaliers. Il détruisit les libelles répandues dans le public contre les premiers citoyens de l'État et contre les femmes de distinction. Et il en flétrit les auteurs. Il chassa du Sénat un ancien questeur, trop passionné pour l'art de la pantomime et de la danse. Il interdit aux femmes déshonorer l'usage de la litière et le droit de recueillir les legs et les successions. Il railla du tableau des juges un chevalier romain qui avait repris sa femme. Après l'avoir répudié et traîné devant les tribunaux comme adultère, il condamna, en vertu de la loi Scantinia, plusieurs citoyens des deux ordres. Il établit les peines différentes, mais toujours sévères, contre les incestes des Vestales, sur lesquels son père et son frère avaient eux-mêmes fermé les yeux. Ce fut d'abord la peine capitale, et, plus tard, le supplice ordonné par les anciennes lois. Il permit, par exemple, aux sœurs Oculata, et après elles, à Varonia, de choisir leur genre de mort, et il se contenta d'exiler leurs séducteurs. Mais la grande Vestale Cornélie, qui avait été absoute autrefois, ayant été accusée de nouveau après un long intervalle de temps et convaincue, il la fit enterrer vive. Et ses complices furent battus de vers jusqu'à la mort, dans le comitium, excepté un ancien prêteur, qui, la cause était encore incertaine et l'enquête et les tortures n'ayant pas permis des conclusions bien claires. S'étant reconnu lui-même coupable, reçut de Domitien la faveur de partir en exil. Veillant avec un soin extrême de ce que le respect dû aux dieux ne fût impunément violé, il fit détruire par ses soldats un tombeau qu'un de ses affranchis avait élevé à son fils avec des pierres destinées au temple de Jupiter capitolin. Et il ordonna de jeter dans la mer les cendres et les ossements qui s'y trouvaient. Chapitre 9. Ses bonnes qualités, ses plus sages règlements. Il avait, dans ses premières années, une telle horreur pour le sang qui s'étant rappelé, un jour en l'absence de son père, ce vers de Virgile. Avant qu'une race impie se fût nourrie dans les festins de jeunes taureaux égorgés. Il voulut défendre dans un édit qu'on immola des bœufs. Il ne fit soupçonner en lui, avant d'arriver à l'Empire et dans les premiers temps de son règne, aucun penchant à l'avarice et à la cupidité. Il donna, au contraire, de nombreuses marques de désintéressement et même de libéralité. Il comblait de présents toutes les personnes de sa suite, et ne leur recommandait rien avec tant d'instance que d'avoir l'avarice en horreur. Il n'acceptait pas les héritages de ceux qui avaient des enfants. Il annula même un legs du testament de Rustius Sepion, qui consistait en une certaine somme que son héritier devait donner tous les ans à chaque sénateur à son entrée dans le Sénat. Il délivra de toute poursuite judiciaire les débiteurs dont les noms étaient affichés au trésor depuis plus de 5 ans. Et il n'en permit contre eux le renouvellement que dans l'année. Encore imposa-t-il comme condition à l'accusateur qui perdrait sa cause la peine de l'exil. Il fit grâce pour le passé aux greffiers des questeurs qui trafiquaient, selon leur habitude, et malgré la loi Claudia. Les morceaux de terre qui étaient restés sans destination, après le partage fait entre les vétérans, furent laissés aux anciens possesseurs comme par droit de prescription. Il réprima l'ardeur des poursuites fiscales, en déterminant des peines sévères contre les accusateurs, et l'on cite de lui ce mot « Un prince qui ne punit pas les délateurs les encourage ». Chapitre 10. Ces barbaries. Mais il ne persista ni dans sa clémence, ni dans son désintéressement. Il se porta cependant plus vite à la cruauté qu'à l'avarice. Il fit tuer un élève du pantomime Paris, tout jeune encore et alors très malade, par la seule raison qu'il ressemblait à son maître pour la figure et le talent. Il fit aussi périr Hermogène de Tarse, pour quelques allusions contenues dans son histoire. Et les copistes qui avaient écrit cet ouvrage furent mis en croix.
Un père de famille s'étant écrié au spectacle qu'un Thrace pouvait lutter contre un Myrmillon, mais non contre la haine de celui qui donnait les jeux. Domitien ordonna de l'arracher de sa place, le fit traîner dans l'arène et le livra aux chiens avec un écriteau où on lisait « Partisans des porteurs de boucliers ronds, impies dans ses discours ». Beaucoup de sénateurs, dont quelques-uns avaient été consuls, tels que Civica Seralis, alors proconsul d'Asie, Salvedinius Orfitus et Aquilius Glabrion, alors en exil, furent mis à mort comme coupables de conspiration. D'autres furent tués sur les plus légers prétextes. Aelius Lamia, pour d'anciennes plaisanteries qu'il avait rendues suspects et qui étaient fort innocentes. Pour avoir dit, par exemple, après l'enlèvement de sa femme, à quelqu'un qui le louait sur la beauté de sa voix. C'est le prix de ma continence. Et pour avoir répondu à Titus, qui l'exhortait à prendre une autre femme. Est-ce que vous voulez aussi vous marier? Salvius Cocceianus, pour avoir célébré la naissance de l'empereur Othon, son oncle, Metius Pompusianus, parce qu'il était né sous une constellation qui, disait-on, lui promettait l'empire. Parce qu'il portait partout avec lui une carte du monde sur parchemin. Et les discours des rois et des grands capitaines, extraits de Tite-Live, enfin, parce qu'il avait donné à des esclaves les noms de Magon et d'Hannibal. Salustius Lucullus, légat de Bretagne, pour avoir permis qu'on l'appelât Luculléenne, des lances d'une nouvelle forme. Junius Rusticus, pour avoir écrit l'éloge de Petrus Thraceas et d'Helvidius Priscus, et les avoir appelés les plus vertueux des hommes. Crime qui fut cause que Domitien chassa de Rome et de l'Italie tous les philosophes. Il fit aussi périr Helvidius le fils, sous le prétexte que, dans un divertissement intitulé Paris et Eunon, il avait censuré le divorce du prince. Et Flavius Sabinus, un de ses cousins, parce que le jour des comices consulaires, le héros, après l'élection de Sabinus, l'avait, au lieu de consul, proclamé empereur. Mais il devint plus cruel encore après sa victoire pour la guerre civile. Pour découvrir les complices cachés de son adversaire, il soumit la plupart d'entre eux à un nouveau genre de questions et de tortures. Il leur fit brûler les parties naturelles, à quelques-uns même il fit couper les mains. Il n'y en eut que 2 d'épargnés parmi les plus connus, un tribun de l'ordre des sénateurs et un centurion, lequel alléguèrent, pour preuve de leur innocence, l'infamie de leurs mœurs, qui avait dû leur ôter toute influence sur l'esprit du chef et des soldats. Chapitre 11. Ces raffinements de cruauté. Ce n'est pas assez, pour lui, de la cruauté. Il en aimait les ruses et les coups soudains. Il fit venir un jour dans sa chambre à coucher un receveur, le força de s'asseoir à côté de lui sur son lit, le congédia plein de joie et de sécurité. Après avoir envoyé chez lui des mets de sa table, et le lendemain, il le fit mettre en croix. Quoiqu'il eût résolu la mort du consulaire Aricinus Clémence, l'un de ses familiers et de ses agents, il le traîna aussi bien, et même mieux qu'à l'ordinaire, lorsqu'un jour, se promenant avec lui en litière et apercevant son délateur, il lui dit « Voulez-vous que demain nous entendions ce méchant esclave ?» Et pour abuser avec plus de mépris de la patience des hommes, il ne prononçait jamais une sentence de mort sans un préambule où il vantait la clémence. En sorte qu'il n'y avait pas de marque plus certaine qu'une fin terrible que l'indulgence des premiers propos. Il avait fait amener devant le Sénat quelques citoyens accusés de lèse-majesté, en disant qu'il éprouverait, ce jour-là, le zèle de cette assemblée pour sa personne. Aussi furent-ils condamnés au supplice déterminé par les lois anciennes. Effrayé lui-même de l'atrocité de la peine, il voulut en prévenir le mauvais effet. Et il intercéda pour en ces termes, car il n'est pas indifférent de les rapporter. « Permettez-moi, père conscrit, de réclamer de votre dévouement pour moi une chose qui, je le sais, me sera difficilement accordée. C'est que les condamnés puissent choisir leur genre de mort. Vous vous épargnerez ainsi un affreux spectacle, et tout le monde comprendra que j'assistais au Sénat. Chapitre 12. Ses rapines, son orgueil.
Épuisé par les frais énormes de ses constructions et de ses spectacles, et par l'augmentation faite à la solde, il imagina, pour soulager le trésor militaire, de diminuer le nombre des soldats. Mais voyant que cette mesure l'exposait aux invasions des barbares, sans néanmoins le débarrasser de ses charges, il ne chercha plus que des occasions de rapine. Les biens des vivants et des morts étaient partout saisis, quel que fût le délateur, quelle que fût l'accusation. Il suffisait d'être accusé par quelqu'un de la moindre action, du moindre mot contre la majesté du prince. On confisquait pour lui les héritages qui lui étaient les plus étrangers. Si une personne, une seule, affirmait avoir entendu dire au défunt, quand il vivait, que César était son héritier, l'impôt qu'on poursuivait avec le plus de rigueur était la taxe sur les juifs. Et l'on dénonçait de partout au fisc ceux qui, sans en avoir fait profession, vivaient dans la religion juive, ou qui, dissimulant leur origine, ne payaient pas le tribut imposé à leur nation. Je me souviens d'avoir vu, dans mon jeune âge, un receveur visiter, devant une foule de témoins, un vieillard de 90 ans, pour savoir s'il était circoncis. Domitien montra, dès sa jeunesse, beaucoup de présomption et d'orgueil. Aucune retenue dans sa conduite, aucune dans ses discours. Sénice, la concubine de son père, lui offrant, à son retour d'Istrie, le baiser d'usage, il lui tendit la main. Trouvant très mauvais que le gendre de son frère eût aussi des serviteurs habillés de blanc, il s'écria en grec « Il n'est pas bon qu'il y ait plusieurs maîtres. » Chapitre 13. Son arrogance, ses consulats, il donne ses noms au mois de septembre et d'octobre. À peine sur le trône, il osa se vanter dans le Sénat d'avoir donné l'empire à son père et à son frère, qui n'avaient fait que le lui rendre. Quand il reprit sa femme, après son divorce, il se servit dans un édit pour dire qu'il l'a rappelé dans son lit de l'expression consacrée pour la couche des dieux. Le jour où il donna un festin au peuple, il témoigna une grande joie en entendant crier dans l'amphithéâtre « Bonheur à notre maître et à notre maîtresse ». Au jeu capitolin, l'assemblée tout entière lui ayant demandé la réhabilitation de Palfurius Sura, naguère expulsé du Sénat et qui venait de remporter le prix d'éloquence, il ne daigna même pas répondre, et commanda le silence par la voix du héros. Il poussa aussi l'arrogance jusqu'à dicter, au nom de ses procurateurs, une lettre circulaire ainsi conçue. Notre maître et notre Dieu le veut et l'ordonne. Ce fut, depuis ce temps-là, une règle de ne pas l'appeler autrement qu'on eut à lui écrire ou à lui parler. Il ne permit de lui ériger dans le Capitole que des statues d'or ou d'argent, d'un poids déterminé. Il fit élever, dans les différents quartiers de Rome, tant de passages couverts et d'arcs de triomphe avec des quadriges et des trophées militaires, que quelqu'un écrivit en grec sur un de ces monuments, « C'est assez ». Il fut 17 fois consul, ce qui était sans exemple, et il en exerça de façon consécutive les 7 consulats du milieu. Mais le plus souvent, il n'en prit que le titre. De tous ces consulats, il n'en garda aucun au-delà des calendes de mai, et plusieurs, que jusqu'aux ides de janvier. Après ces 2 triomphes, il prit le surnom de Germanique, et il appela de ces 2 noms Germanique et Domitien, les mois de septembre et d'octobre. Le premier, parce que c'était à l'époque de son avènement au trône. Le second, parce que c'était le mois où il était né. Chapitre 14. Ses pressentiments sur sa fin, ses soupçons. Devenu odieux et redoutable à tous, il succomba enfin sous une conspiration de ses amis, de ses affranchis intimes et même de sa femme. Il avait, depuis longtemps, des pressentiments sur l'année et le jour où il devait cesser de vivre, et même sur l'heure et le genre de sa mort. Des Chaldéens lui en avaient prédit, dès sa jeunesse, toutes les circonstances. Et son père, le voyant un jour à table refuser des champignons, l'en railla tout haut et lui dit que c'était plutôt le fer qu'il devait craindre, s'il connaissait sa destinée. Toujours inquiet et tremblant, il éprouvait, au moindre soupçon, d'incroyables terreurs.
et le principal motif que l'empêcha de faire exécuter l'édit ordonnant de couper les vignes, ce fut, dit-on, la lecture d'un certain écrit répandu dans Rome et où se trouvaient ces 2 vers grecs. Même si tu me manges jusqu'à la racine, je porterai cependant assez de fruits. Ô bouc, pour faire une libation sur toi, qui sera sacrifié sur l'autel? La même crainte lui fit refuser l'offre d'un honneur extraordinaire, imaginé par le Sénat, qui le savait fort avide de ces sortes de distinctions. C'était, disait le décret, que toutes les fois qu'il serait consul, des chevaliers romains, désignés par le sort, le précéderaient, revêtus de la trabée, et la lance militaire à la main entre les licteurs et les appariteurs. À mesure que le moment du péril approchait, Domitien sentait redoubler son épouvante. Il fit garnir les galeries où il se promenait de ces pierres transparentes appelées phéngites. Dans la surface polie, réfléchissant les objets, lui permettait de voir tout ce qui se passait derrière lui. D'ordinaire, il n'interrogeait les prisonniers que seul et en secret. Il tenait même dans ses mains leurs chaînes. Afin de prouver à ceux qui le servaient que l'on ne doit jamais attenter au jour de son maître, même dans une bonne attention, il condamna à la peine capitale son secrétaire. Épaphrodite, qui passait après avoir aidé Néron, alors abandonné de tout le monde, à se donner la mort. Chapitre 15. Présage de sa mort, 58 envers l'astrologue Asclétarion. Enfin, il attendit à peine que Flavius Clément, son cousin germain, il fut sorti du consulat pour le faire périr. Sur le soupçon le plus frivole, quoique ce fût un homme d'une incapacité notoire et que l'empereur eût choisi ses fils, encore enfants, pour ses successeurs. Il leur avait même fait quitter dans cette pensée leur premier nom et donné à l'un celui de Vespasien, à l'autre celui de Domitien. Cette cruauté contribua surtout à hâter sa vie. Pendant 8 mois consécutifs, il eut et l'on annonça tant de coups de tonnerre qu'à la fin, il s'écria « Eh bien, qu'il frappe qui il voudra ». La foudre tomba sur le Capitole et sur le temple de la famille Flavia, ainsi que sur le palais de l'empereur et jusque dans sa chambre à coucher. L'inscription placée sur la base de sa statue triomphale fut même arrachée par la tempête et jetée sur un tombeau voisin. Un arbre qui, renversé par le vent, s'était relevé avant l'avènement de Vespasien, retomba tout d'un coup avec fracas. La fortune de Préneste, à qui, pendant tout le temps de son règne, il s'était recommandé au commencement de chaque année, et qui lui avait toujours fait des réponses favorables, lui en fit d'effrayantes pour la dernière, et parla même de sang. Il rêva que Minerve, déesse à laquelle il avait voué un culte superstitieux, sortait de son sanctuaire en lui disant qu'elle ne pouvait plus le protéger, Jupiter lui ayant ôté les armes des mains. Mais rien ne lui fit plus d'impression que la réponse et le sort de l'astrologue Asclétarion, qui avait prédit la mort de l'empereur. Il le fit venir, et celui-ci ne se défendant pas d'avoir divulgué ce que son art lui avait appris. Domitien lui demanda quelle serait sa fin à lui-même. L'astrologue répondit que, sous peu, il serait déchiré par des chiens. Domitien le fit égorger sur le champ, et pour mieux prouver combien ses prédictions étaient vaines, il ordonna de l'ensevelir avec le plus grand soin. Cet ordre s'exécutait quand il survint une tempête qui dispersa les apprêts funéraires. Des chiens déchirèrent alors le cadavre à demi brûlé, et le mime Latinus, que le hasard avait rendu témoin de ce fait, le raconta le soir au souper de Domitien, parmi les autres nouvelles du jour. Chapitre 16. Ses terreurs aux approches de sa mort. La veille de sa mort, on lui apporta des truffes qu'il fit garder pour le lendemain, en disant « Si du moins il m'est permis de les manger ». Puis, se tournant vers ceux qui l'entouraient, il ajouta que le jour suivant, la lune serait ensanglantée dans le signe du Verseau et qu'il arriverait un événement dont toute la terre s'entretiendrait.
Il fut saisi, au milieu de la nuit, d'une telle épouvante qu'il sauta de son lit. Dès le matin, il entendit et condamna à mort un aruspice qu'on lui avait envoyé de Germanie, parce qu'il avait prédit, sur la foi d'un éclair, une révolution dans l'Empire. Domitien, en grattant un peu trop fort une verrue enflammée qu'il avait au front, fit venir le sang et s'écria « Plût au ciel que c'en fût assez !» Alors il demanda l'heure, et, au lieu de la 5e qu'il redoutait, on eut soin de lui annoncer la 6e. Il montra une grande joie, comme si le danger eût été passé, et il allait entrer dans le bain, lorsque Parthenius, préposé au service de sa chambre, l'en empêcha en lui disant qu'un homme qui avait à lui révéler des choses importantes demandait à lui parler sans délai. L'empereur, ayant fait retirer tout le monde, rentra dans sa chambre, et c'est là qu'il fut tué. Chapitre 17. Sa mort. Voici à peu près ce que l'on sut de cette conjuration et de la manière dont périt Domitien. Les conjurés, ne sachant ni où ni comment ils l'attaqueraient, si ce serait à table ou au bain. Stéphanus, attendant de Domitia, est alors accusé de malversation, leur offrit ses conseils et son bras. Pour détourner les soupçons, il feignit d'avoir une blessure au bras gauche, et le porta, pendant plusieurs jours entouré de laine et de bandages. Le moment venu, il s'y cacha, un poignard, et fit demander une audience à l'empereur, pour lui dénoncer une conspiration. Il fut introduit, et tandis que Domitien lisait, tout effrayé, les cris qu'il venait de lui remettre, Stéphanus lui perça le bas-ventre. L'empereur, blessé, cherchait à se défendre lorsque Claudianus corniculaire, Maxime affranchi de Parthenius, Saturius, Décurion, des valets de chambre et quelques gladiateurs fondirent sur lui et le frappèrent de 7 coups de poignard. Le jeune esclave, chargé du soin de l'autel des dieux l'art dans la chambre impériale, se trouvait alors au moment du meurtre, et raconta que Domitien, en recevant la première blessure, lui avait ordonné d'aller prendre un poignard caché sous son chevet et d'appeler ses gardes, mais qu'il n'avait trouvé, à la tête du lit, que le manche du poignard, et partout que des portes fermées. Que pendant ce temps, Domitien, qui avait saisi et terrassé Stéphanus, soutenait contre lui une lutte acharnée, s'efforçant, quoiqu'il eût les doigts lacérés, tantôt de lui arracher son arme, tantôt de lui crever les yeux. Il fut tué le 14 des calendes d'octobre, dans la 45e année de son règne et la 15e de son règne. Dans la 45e année de son âge et la 15e de son règne. Son cadavre fut emporté dans un cercueil de pauvres par des fossoyeurs. Mais sa nourrice, Phyllis, lui rendit les derniers devoirs dans sa maison de campagne sur la voie latine. Elle porta secrètement ses restes dans le temple de la famille Flavia et les joignit aux cendres de Julie, fille de Titus, qu'elle avait élevée aussi. Chapitre 18. Son portrait. Domitien était d'une haute taille. Il avait le visage modeste, le teint coloré, les yeux grands mais faibles. Il était beau et bien fait de sa personne, surtout dans sa jeunesse, excepté pourtant qu'il avait les doigts des pieds trop courts. À ce défaut s'en joignirent d'autres plus tard. Une tête chauve, un ventre énorme et des jambes extrêmement grêles, qu'une longue maladie avait encore amaigri. Il savait si bien quel avantage il pouvait tirer de l'air de modestie empreint sur sa figure, qu'il dit, un jour, dans le Sénat, « Certes, mon caractère et mon visage ont dû, jusqu'à présent, vous plaire. » Il était si fâché d'être chauve qu'il prenait pour une offense personnelle les plaisanteries ou les reproches qu'on en faisait devant lui à ceux qu'il était aussi. Toutefois, dans un petit traité sur le soin de la chevelure, publié par lui avec une dédicace à un de ses amis, dans laquelle il cherchait à se consoler avec lui, il lui dit, après avoir cité ce vers grec, « Ne vois-tu pas combien, moi aussi, je suis beau et grand ? Mais le même sort est réservé à mes cheveux, et je les vois, avec résignation, vieillir durant ma jeunesse.
sache qu'il n'y a rien de si agréable, mais rien de si passagère que la beauté. Chapitre 19. Son adresse. Nous pouvons souffrir la moindre fatigue, il n'allait guère à pied dans Rome, et presque jamais à cheval pendant la guerre et dans les marches. C'était le plus souvent en litière. Sans aucun goût pour le maniement des armes, il en avait beaucoup pour l'exercice de l'arc. On le vit maintes fois, dans la retraite d'Albe, tuer à coups de trait 100 bêtes sauvages de diverses espèces, et même ficher, exprès, dans la tête de quelques-unes d'elles. 2 flèches qui figuraient 2 cornes. Quelquefois aussi, un jeune esclave se plaçait à une grande distance, tenant la main droite ouverte en guise de but. Et avec une adresse merveilleuse, Domitien faisait passer toutes ses flèches entre ses doigts sans le toucher. Chapitre 20. Son mépris pour les lettres, ses bons mots. Il négligea sur le trône les études libérales, quoiqu'il eût réparé à grands frais des bibliothèques incendiées, qu'il eût fait rechercher partout de nombreux exemplaires des ouvrages perdus, et qu'il eût même envoyé jusqu'à Alexandrie pour en tirer avec soin des copies. Jamais il n'ouvrit un livre d'histoire ou de poésie, ni se donna la peine d'écrire, même en cas de nécessité. Excepté les mémoires et les actes de l'empereur Tibère, il ne lisait rien. Ses lettres, ses discours et ses édits, il les donnait à faire à un autre. Toutefois, son langage n'était pas dépourvu d'élégance, ni sa conversation de mots remarquables. « Je voudrais, dit-il, un jour être aussi beau que Métius croit l'être. » Il dit une autre fois d'un homme dont les cheveux roux grisonnaient, « C'est du vin doux sur de la neige. » Il disait souvent, « Quelle misérable condition que celle des princes. On ne les croit sur les complots de leurs ennemis que quand ils en ont péri victimes. » Chapitre 21. Ses habitudes. Dans ses moments de loisir, il jouait au dé. Il y jouait même les jours ouvrables et le matin. Il se baignait de jour et mangeait beaucoup à son premier repas, en sorte qu'à celui du soir, il n'en prenait habituellement qu'une pomme de Mathius, et n'absorbait qu'un peu de boisson dans une fiole. Ses festins, il en donnait souvent, étaient splendides, mais fort courts. Il ne les prolongeait jamais au-delà du coucher de soleil. Et, au lieu de faire la fête, il se promenait seul, jusqu'à l'heure de son sommeil, dans un lieu retiré. Chapitre 22. Sa passion pour les femmes. Il avait trop de passion pour les plaisirs de l'amour qu'il appelait sa gymnastique de lit, les mettant au rang des exercices du corps. Il s'amusait, à ce qu'on en prétend, à épiler lui-même ses concubines, et il négligeait avec les plus viles prostituées. Marié à Domitia, il refusa obstinément d'épouser la fille encore vierge de son frère. Et, dès qu'elle fut l'épouse d'un autre, il la séduisit du vivant même de Titus. Quand elle eut perdu son père et son époux, il montra pour elle une passion des plus violentes. Il fut même cause de sa mort, en la craignant de se faire avorter. Chapitre 23. Sentiment du peuple et des soldats à sa mort. Sa mémoire est abolie par le Sénat, présage d'un heureux changement. La mort de Domitien, que le peuple apprit avec indifférence, mit les soldats en fureur. Ils voulurent, dans le moment même, le faire proclamer divin. Et il ne leur manqua, pour le venger tout de suite, que des chefs qui consentissent à les conduire. Ils persistèrent cependant à exiger le supplice des meurtriers, et ne tardèrent pas à l'obtenir. Les sénateurs, au contraire, furent au comble de la joie. Ils accoururent dans toute la salle de toutes les séances, et chacun d'eux le prodigua les invectives les plus insultantes et les plus cruelles. S'étant fait ensuite apporter des échelles, ils arrachèrent ses bustes et les boucliers de ses triomphes, et ils les brisèrent contre terre. Enfin, l'on décréta que ses inscriptions seraient effacées partout, et sa mémoire abolie. Peu de mois avant qu'il fût tué, une corneille, perchée sur le Capitole, avait dit en grec « Tout ira bien ». Prodige qui fit faire aussitôt les vers suivants.
L'oiseau qu'on vit perché sur le mont Tarpéen n'a pas dit « tout est bien », il a dit « sera bien ». Domitien lui-même rêva, dit-on, qu'il lui poussait, derrière le cou, une bosse d'or, et il en conclut que l'Empire serait après lui dans un état plus heureux et plus florissant. Ce qui ne tarda pas à se vérifier grâce au désintéressement et à la modération des princes qui lui succédèrent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est la fin de l'ouvrage de Suétone, Vie des 12 Césars.